Aujourd'hui, on est chez mon pote Chris Forsberg. On est venu récupérer la coque de la 400Z pour Gaël. Première journée, on va commencer par finir le démontage, les découpes, partie avant, partie arrière, comme on a l'habitude de faire avec les voitures drift. Je vous laisse tout suivre sur la première journée. Donc là on a le châssis de la Z qui est maintenant complètement démonté. On va commencer par les modifications structurelles. Donc c'est-à-dire couper la partie avant, couper la partie arrière pour passer en partie tubulaire. On va dépointer aussi toutes les tôles intérieures qu'on va pas se servir, donc tous les supports d'origine qui sont pas nécessaires pour le build. Dépointer le toit pour passer en toit carbone. Et au niveau de l'arrière, on va carrément enlever toute la partie arrière, comme ça au niveau des contacts on sera tranquille, et on va passer toutes les parties des ailes arrière en carbone Kevlar. Ce qui fait qu'on va avoir une partie arrière complètement flexible. Donc, en cas de contact, ça fait juste se déformer, ça revient en place. On n'est pas embêté à faire de la carrosserie au circuit. Alors j'ai conseillé à Gaël de partir sur un châssis de 400Z. Déjà c'est un châssis que je connais très bien parce que c'est le châssis que je règle pour Chris, pour Formula Drift. C'est un châssis qui est super compact avec un empattement qui correspond à ce qu'on veut en drift. On va pouvoir reculer les masses au maximum, donc on va partir sur une motorisation 6 cylindres turbo, pareil qu'on va coller à la bête pare-brise. Donc ça va vraiment être une voiture compacte et efficace et on sait qu'elle a déjà fait ses preuves. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est que si on a besoin de pièces de rechange, c'est quelque chose qu'on va trouver très facilement et être livré rapidement. Comment pas me cutter pour faire la découpe? Si j'ai besoin de mesurer à gauche et à droite. Alors la découpe s'est assez bien passée. J'utilise une scie pour finir en fait les longerons. Comme c'est des parties rectangulaires avec la disqueuse, on n'arrive pas à couper tout autour. Donc là on va dire qu'on dégrossit et maintenant on va vraiment aligner la chose pour avoir une coupe super droite et pouvoir attaquer les travaux en fait qui vont être super précis. Et ça nous permet d'avoir une base référentielle très bonne. Première partie, on a découpé l'arrière. Ça peut paraître très bénin, mais si je peux conseiller quelque chose aux personnes qui vont faire ça, c'est toujours découper derrière les parties qui sont pointées d'origine, pour éviter que la tôle en fait elle s'ouvre, qu'elle travaille et après ça va pas être bon pour le futur de la voiture. Si vous soudez juste derrière les points de soudure d'origine, vous gardez la rigidité de la coque et vous pouvez vous couper derrière et reconstruire derrière, vous serez toujours tranquille. Alors là, on va finir avec les découpes des parties arrière. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever la première feuille de l'aile arrière parce qu'en fait tout simplement ce qui va se passer c'est au premier contact, au premier battle, on va se faire pousser. Donc on ne veut pas que ça se soit écrasé et que ça vienne toucher la roue, qu'on ait besoin de le détordre, donc en fait on va enlever cette première feuille comme j'ai dit, ce qui fait qu'on va avoir la roue complètement libre. Donc ce qui va se passer si jamais il y a un contact, c'est la roue qui va protéger le châssis en fait. Donc l'avantage de ça c'est qu'on a des tirants qui sont interchangeables très facilement. Donc la roue protège la coque, il n'y a plus d'histoire que la coque protège quoi que ce soit, c'est les roues qui vont faire fusible. Jamais coupé sur la limite comme ça, c'est exactement ce que Chris a fait. On a dû reprendre un panneau d'origine, ressouder et c'est aussi bien de garder une marge parce qu'on peut peut-être poser un premier kit. Une semaine, un an après, on va avoir besoin de poser un deuxième kit, donc ça nous laisse une marge de sécurité tout autour de ça. Donc là on en a fini avec la partie arrière et les découpages des ailes. Donc là on va dire que c'est des découpes grossières, maintenant on va peaufiner tout ça, on va détourer les angles. La prochaine étape ça va être faire un petit peu de place dans le compartiment moteur. On a toute la seconde bête pare-brise qu'on va enlever et ensuite on se retrouvera sur tout ce qui est dépointage, donc toit, partie intérieure. Après on sera prêt pour commencer à installer la cage, donc les platines de l'arceau et ensuite on va commencer par installer l'arceau et nous faire tout un tas de soudure avec le TIG. Pour moi, c'est important de prendre le temps de faire les découpes parce que on va dire qu'on peut vite abîmer le châssis si on découpe après les pointages. Donc toujours bien découper avant les pointages. Et on va dire que la découpe est stratégique pour avoir une voiture qui soit performante et en phase de compétition, qu'on n'ait pas besoin de faire de la carrosserie. Là, c'est vraiment les roues qui vont faire fusible en premier ou les crash bars arrière. Donc c'est quelque chose qu'on est apte à changer en moins de 5 minutes.
Donc la prochaine étape, ce sera dans mon garage, dépointage des dernières parties qu'on a besoin d'enlever et on va commencer à installer l'arceau multipoint qui sera aux normes FIA parce qu'ici donc on est aux US, on a une régulation Formula Drift, mais étant donné que la voiture va être envoyée en France, elle va être sous une régulation FIA et on va commencer à s'occuper de l'arceau et préparer tout ce qu'il faut pour avoir vraiment une cage aux normes avec un travail fini comme on aime le faire. Donc l'avantage d'avoir bossé sur la voiture de Chris Forsberg, c'est que sans prétention, on va s'en inspirer, mais on va construire quelque chose un peu plus haut de gamme. Étant donné que Chris, c'est vrai qu'il l'a construit en 3 semaines, sa 400Z, elle venait de sortir chez Nissan et ils l'ont construit dans la foulée. Donc nous, on va dire qu'on va prendre les bonnes idées en général et on va en tirer le meilleur pour construire quelque chose un peu plus haut de gamme et un peu mieux fini. Alors on vient d'entrer la voiture dans le shop, on a fini tout ce qui était découpe, tout ce qui était un petit peu sale qu'on a fait à l'extérieur. Maintenant ça va être les travaux sur la cellule, on va appeler ça. Donc on a bouché tous les trous au niveau du tableau de bord, au niveau de la pare-cloison. Et maintenant on commence à installer les éléments. Donc le turbo sur cette voiture va être sur la droite. Donc tout ce qui est éléments, donc les lignes d'eau, les lignes d'huile, on va les mettre sur la gauche, côté pilote. On vient d'installer le réservoir d'essence, donc au plus bas qu'on pouvait, réparti sur la droite pour la répartition des masses encore une fois. Ici, on va installer le réservoir d'huile, étant donné que le moteur va être un carter sec. Toutes les lignes d'eau, encore une fois, toutes les lignes d'huile vont passer à côté gauche pour la simple et bonne raison qu'à droite, on va avoir la tubulure d'échappement. En dessous, on va avoir la batterie. Et à la suite de ça, on va passer sur la conception de l'arceau et on attend notre berceau qui est au sablage. Dès qu'on aura le berceau, on va le modifier pour installer le pont Winters, l'intégrer sous la voiture, faire les découpes pour le carter parce qu'en fait les ponts Winters sont énormes. Et à la suite de ça, on finira par la partie arrière et la pose du radiateur. Alors côté B-moteur, on a fini de dépointer tout ce qui servait à rien, les supports, les braquettes d'origine. On a aussi ouvert les tourelles d'amortisseur pour avoir plus de place. Et donc comme je disais précédemment, on a bouché tous les trous qui vont pas nous servir. Donc ça c'est pour la climatisation, ça c'est pour passer les faisceaux d'origine. Et on a gardé uniquement ceux pour le pédalier, l'émetteur d'embrayage et la colonne de direction. Donc là, on a le réservoir qui est installé. On a fait pas mal de travail sur tout ce qui était la tôlerie pour avoir des tôles qui sont vraiment rigides. Aujourd'hui, on travaille sur l'intégration de la bonbonne d'huile, qui va être juste ici, pour qu'on la met derrière, encore une fois, pour la répartition des masses. Côté gauche, pour en fait éviter toutes les températures d'échappement. Et ce qui va être très pratique, en fait, pour faire les vidanges, c'est qu'on va avoir notre petite lunette qui est démontable. Donc par ici, on ouvre le bocal, on remplit l'huile, et la vidange se fera par-dessous la voiture. Alors pour être sûr d'avoir la pièce parfaitement centrée, j'ai une petite technique, c'est d'utiliser des vis tête fraisée. Comme ça, le cône va trouver le centre sur chaque trou et on va avoir les deux pièces qui seront parfaitement centrées. Donc aujourd'hui, on va faire tout le support de la bonbonne d'huile. Donc ça, c'est toutes les pièces qu'on a fait découper au laser. Et c'est vrai que ce qui est très important, et là où on passe pas mal de temps, c'est la répartition de tous les organes qu'on va avoir besoin pour le montage de la voiture et en fait les mettre aux endroits les plus stratégiques. En termes de répartition, faire attention à ce que les liquides et les températures se confondent pas. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment séparer les deux sources de chaleur et les lignes de l'autre côté pour avoir vraiment une voiture qui va être efficace. Et au final, c'est tous ces petits détails qui sur une compétition vous emmenez à pas tomber en panne et vont vous emmener plus haut dans les battles. On peut dire que par rapport à la voiture de Chris, donc qui est une voiture vraiment professionnelle au plus haut niveau, c'est tous ces petits détails qu'ils n'ont pas fait attention à la construction qui peuvent arriver à faire des pannes. Vraiment, on va mettre un point d'honneur pour vraiment avoir une voiture qui est fiable et qui roule sans avoir aucun problème.
Alors le fait d'avoir scanné la voiture et d'avoir tout produit en machine numérique laser, eh ben, on a une précision qui est ultime. Les écarts sont pareils partout. On a pu faire l'arceau principal sur notre banc de soudage. Et petite note technique, on a mis des goussets qui sont cintrés. Alors d'habitude les goussets sont des goussets droits, on trouve à 95% dans les montages, mais moi c'est vrai que le fait que ce soit cintré, c'est un détail. Hein. La résistance est exactement la même, mais c'est juste un détail que j'adore. Alors je prends toujours des repères par rapport à la caisse avec des longueurs assez grandes qui rapportent plus de précision que de se prendre sur une caisse, par exemple la platine qu'on a soudée qui est un petit peu plus aléatoire. On travaille uniquement avec des scans 3D et des productions numérisées pour en fait une précision qui est énorme. Et quand on commence une cage et qu'on finit, on arrive avec une précision qui est limite. Donc c'est ce qu'on veut. Il n'y a aucun ajustement. J'ai juste posé les tubes, ça tient tout seul. Tous les notches sont parfaits. Donc là c'est comme ça, on va pointer l'arche principale, la centrer. On a fait nos ajustements de distance. Pointer l'arche principale, pointer les jambes arrière, mettre la diagonale, faire attention que le réservoir rentre avec la diagonale avant de la souder. Et ensuite on va continuer avec la partie avant de la coque. Quelle beauté! Là, on pointe juste en fait pour assembler l'arrière et après on va dépointer pour pouvoir souder les zones inaccessibles. Donc, par exemple, ici, vous voyez, sur la 400Z, c'est typique. Forcément, il va falloir démonter et faire les soudures inaccessibles avec l'arceau décalé. Alors j'ai juste mis une sangle en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas pour essayer de tirer les tubes ou d'apporter de la force, parce que c'est juste plus sur la feuille d'acier, là on peut le voir. C'est juste pour apporter un tout petit peu de tension pour en fait coller les tubes, pour qu'on ait une précision qui soit vraiment extrême quand on va souder au TIG. Donc ça veut dire qu'on n'a aucun jour au niveau des soudures. Donc c'est exactement ce qu'on a besoin quand on soude avec le procédé du TIG. Comme je viens de vous le dire, avec les ajustements super précis, on peut voir qu'en fait il n'y a aucun gap. Le tube tombe pile en face. Et on a même une petite ouverture dans ce tube pour laisser passer le dernier tube. On enlève la sangle, on va positionner la diagonale. Donc l'autre technique qu'on fait nous quand on crée des arceaux comme ça, des caches complètes sur ordinateur, c'est qu'on marque, vous voyez une marque super légère au laser, l'emplacement des tubes. Donc, tant que c'est sur le PC, c'est très simple à faire. Et ça permet une fois qu'on met tout en place, de se repérer et d'être sûr qu'on ait une précision qui soit maximale. Donc là j'ai pointé la diagonale et c'est pareil, donc sur l'ordinateur le réservoir passait. Maintenant on va voir si le designer a fait un bon travail. Donc là on a ça qui est arrivé du laser, toutes les découpes sont vraiment parfaites. On fait un petit peu de préparation dessus pour être sûr que rien ne contamine la soudure. Donc là on peut constater qu'on a 0 jour, c'est prêt à souder et ici on arrive pile sur la marque, donc c'est vraiment du bonheur. Impeccable. Travail de professionnel. Alors super important de tester le réservoir avant de continuer dans l'étape de la cage. Mettons que la diagonale soit plus basse, tu te rends compte après que tu peux pas passer le réservoir, c'est un petit peu con. Il y a un truc aussi où il faut faire très attention, c'est quand on fait la parcloison, étant donné que l'arche principale a un tout petit peu d'angle sur l'arrière, le point 0 c'est pas le bas en fait, le point 0 c'est le haut. Donc ça faut faire vachement gaffe. Mais bon là on a 4 inches à peu près. Et pour la bonbonne d'huile qui va être ici, donc là où on a fait le support hier, c'est pareil, j'ai testé hier, donc on devrait être bon. C'est ça qui est très intéressant, c'est de vraiment dispatcher les éléments là où on veut. Et avec l'expérience, on fait gaffe à ce que rien n'encombre ou rien ne touche. Alors la différence avec celle de Chris, c'est que justement, ils n'ont pas pris cette étape de réfléchir et de concevoir les choses comme il faut. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la voiture 3 semaines avant Long Beach, donc vous avez 3 semaines pour construire la voiture. Un énorme respect par rapport à ça, mais en 3 semaines, on ne construit pas une voiture qui aboutit. En 3 semaines, on assemble toutes les pièces
Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'après ils ont mis 3 ans à développer la voiture sur 3 saisons différentes avec beaucoup de pannes, beaucoup de choses qu'ils ont dû modifier. L'idée de construire une voiture, chez nous, c'est vraiment qu'on construise la voiture, on ne revient plus dessus, on construit, on roule, on fait des compétitions, on est tranquille à la suite de ça. Alors sur la voiture de Gaël, et sur toutes nos voitures, on construit les voitures avec le cahier des charges Formula Drift et le cahier des charges FIA. C'est-à-dire que la voiture, elle peut faire des compétitions aux US, en Europe, même en Russie, étant donné que la réglementation FIA s'applique de partout, sauf pour le FD. C'est vraiment une voiture qui va permettre de pouvoir rouler des événements dans le monde entier, quoi. Donc c'est important, encore une fois, quand on construit la voiture, elle est construite et on n'a pas besoin de revenir couper des parties d'arceau ou modifier quoi que ce soit. Super content de l'avancement sur l'arceau qui est fini, on va dire, à 95%. Donc l'arceau est conforme aux normes FIA, avec les diagonales arrière, diagonales de toit, étant donné qu'il n'y aura pas de passagers pour sa catégorie. On a fini les barres de porte type NASCAR et on avait vraiment choisi d'avoir des barres de porte qui sortent à l'extérieur au maximum pour avoir en fait plus d'espace dans l'habitacle. Les goussets aussi qui sont obligatoires, donc là on a fait un beau travail de métallerie en mettant des goussets formés. Dernière chose qui nous reste, ça va être la barre de protection au niveau du montant, donc ça aussi c'est tout prêt. Et donc voilà la dernière barre qui va nous rester à souder sur l'arceau et il y aura un deuxième gousset en face de celui-ci qui sont déjà prêts. Super content, toutes les finitions, la qualité, c'est régalé sur l'assemblage au niveau des soudures aussi. La suite ça va être pose du radiateur arrière qu'on a reçu, faire tout ce qui va être les périphériques du refroidissement et ensuite après ça on va finir avec la partie arrière de la voiture en fait sur laquelle on va ajouter la crash bar et les barres de protection. Alors sur les arceaux qu'on fait on met généralement toujours ces barres parce qu'en fait ça c'est la réglementation FIA qui l'impose, qui n'est pas nécessaire au FD. Par exemple la caisse de prise n'a pas ces renforts là, mais moi je pense que c'est vraiment important étant donné qu'en drift on peut avoir des contacts latéraux assez importants avec les autres concurrents, donc ça c'est vraiment une barre qui pour moi est primordiale pour la protection. Donc l'arceau étant fini, maintenant on va passer sur la partie arrière, donc la pose du radiateur, derrière le réservoir d'essence pour avoir aucun problème d'échange thermique entre l'essence et le refroidissement. On a vu qu'il y avait le réservoir d'huile de ce côté-là aussi. La pompe à eau électrique qui va être ici, le radiateur, le réservoir d'eau qu'on va mettre au plus haut possible pour pareil qu'on ait une circulation optimale et qu'on ait une bonne purge du système. Et à la suite de ça, on va faire la partie arrière, donc une partie arrière tubulaire qui sera démontable, qui va permettre de protéger la voiture. Mais également en cas de contact, on pourra l'interchanger super rapidement, donc c'est quelque chose qui est aussi très important en course. La suite, ça va aussi être la modification du berceau arrière en fait pour intégrer le pont Winters. Donc ça, c'est des modifications qu'on a l'habitude de faire. On a les marbres qui sont prêts pour ça. On va dire 2 modifications importantes, l'intégration du pont et ensuite tous les points de fixation au niveau des vis. On va rajouter des renforts de partout, pareil, on reste conforme à la réglementation sans les modifier. Et la dernière chose qu'on va ajouter, c'est un renfort dessous le berceau, en fait un renfort rotulé pour qu'on n'ait aucune torsion du berceau. On a pu voir chez d'autres équipes des berceaux, en fait, étant donné qu'on les ouvre complètement en deux, qui se retrouvent plus fragilisés que solidifiés. Et donc en rajoutant le renfort en dessous, c'est vrai qu'on a une unité qui est super solide, quoi. Donc là, les berceaux qu'on fait comme ça, renforcés, ça peut encaisser 1200 chevaux. Je veux dire, sur la voiture de Chris, ça fait 3 saisons qu'il a le même berceau et on n'a jamais eu aucun souci, quoi. Donc dans notre petit renfort qu'on produit in-house, on supprime les oblongs de réglage pour mettre en fait des renforts ronds. Étant donné que le réglage, on l'a par les tirants, une fois que le tirant est réglé, on ne peut plus avoir le réglage avec l'oblong. Donc c'est pour ça qu'on rajoute ces petites entretoises qui vont aussi doubler l'épaisseur, donc renforcer le point d'ancrage. Donc le refroidissement étant primordial sur une voiture de drift, c'est vrai qu'on prend des températures supérieures en un temps très court. Donc vraiment, on met un point d'honneur sur la qualité des accessoires. Donc on travaille avec PWR, qui nous ont fait un radiateur sur mesure, à la taille qu'on voulait et avec les sorties qu'on voulait. Canton Racing, ça c'est ce qui va être le bocal de refroidissement. Donc ça c'est un modèle avec lequel on travaille tout le temps. En fait c'est un modèle double, avec d'un côté le remplissage d'eau, avec un bouchon qu'on a choisi avec le bon étalonnage de pression. Et de l'autre côté il y a le bocal de récupération. Donc c'est vrai que ça fait une seule unité. Et le gros avantage, c'est qu'ils ont un volume énorme. Souvent, les gens font l'erreur de mettre des bocals de refroidissement tout petits. Et sur des voitures avec des volumes d'eau comme ça, l'échange thermique n'a pas le temps de se faire et la pression n'a pas le temps de fluctuer. Et enfin, dernier composant du système de refroidissement, la pompe à eau Mézières. Ça, c'est un petit billet
mais on rigole pas avec ça parce que c'est quand même vraiment l'essentiel au niveau du refroidissement. Donc c'est une pompe à eau électrique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas emmenée par le moteur, mais c'est une pompe à eau qu'on va brancher sur le système et qu'on peut en fait faire fonctionner en fonction des températures. Donc ça va être commandé par la gestion, c'est-à-dire que par exemple quand la voiture démarre, la pompe à eau n'est pas en route et ensuite elle ne se met pas en route à fond. On peut la mettre en route à demi-régime ou à plein régime en fonction de la température moteur. Alors là, c'est la petite place qu'on avait laissée pour mettre notre pompe à eau, en faisant attention qu'on ait bien la place pour les raccords, parce que c'est vrai qu'en Dash 16, c'est quand même assez énorme. Et donc, on va avoir les durites qui vont passer dessous, côté pilote, comme on l'a déjà dit, pour éviter la ligne d'échappement. Alors, notre radiateur avec les deux ventilateurs brushless, hop. Quand on vous dit que c'est fait sur mesure. Donc on a laissé un petit peu d'espace entre chaque longeron pour en fait pouvoir ajouter nos systèmes de fixation, mais même au niveau de la hauteur, c'est vraiment un caisson qui a été fait en fonction de la voiture. Donc ça, c'est le même radiateur qu'on utilise sur la voiture de Chris. Il est énorme tout simplement et le volume d'air des ventilateurs aussi est vraiment conçu pour la pratique du drift. Quand on voit la taille des fils, forcément la consommation est énorme, mais au moins on n'a pas de souci au niveau du refroidissement. Et un dernier détail qui est important, c'est que le flux d'air, on va le diriger vers l'arrière. Et en fait, on n'a plus aucun composant, ce qui fait qu'on n'a pas de l'air chaud de la voiture qui va venir réchauffer. Ça peut être le réservoir d'essence, ça peut être une batterie ou ça peut être n'importe quoi. Mais ce flux d'air chaud, il faut vraiment qu'il soit libre et qu'il soit envoyé à l'extérieur. Alors là, on a notre berceau qui est modifié avec le Winters qui est intégré. Donc c'est vraiment une cage qu'on a fait sur mesure et qui peut paraître épaisse, mais qu'au final c'est le minimum qu'on puisse mettre pour des berceaux qui vont encaisser de la puissance. Et on a l'habitude de le produire pour travailler sur tous les châssis sur lesquels on développe ce genre de montage. Partie avant qui est démontable pour pouvoir sortir l'axe si besoin. Sur le berceau, on a tout un tas de modifications, donc beaucoup de renforts. Tous les points d'ancrage sont doublés. Et au niveau des oblongs, on soude des platines avec des trous simples pour ne plus avoir de réglage et avoir les réglages uniquement sur les tirants. Et derrière, on va retrouver une biellette de renfort sous le pont pour qu'en fait le berceau n'ait pas tendance à s'ouvrir et à fissurer sur le dessus comme on a pu le voir sur d'autres compagnies. Et pour finir, on met des cylindres blocs renforcés. Pareil, les renforts au niveau des attaches, comme ça on est sûr d'avoir une unité qui va tenir peu importe la puissance, peu importe les sorties de route. En fait, ça on veut que ça reste très solide. Et ce qui va casser si besoin, ça va être des points fusibles. On va mettre des tirants super légers au niveau des tirants de réglage de carrossage. Comme ça, dès qu'il y a un contact, c'est le tirant qui casse. Et c'est pas le berceau qui va tendre. Donc une fois que le berceau est fait, ça c'est quelque chose qu'on peut faire à l'extérieur de la voiture étant donné qu'on a des châssis pour les produire. On va installer le berceau sur la voiture, découper, faire une ouverture dans le coffre pour qu'en fait la carcasse du berceau passe. On va vous montrer ça sur le châssis directement. Alors on se retrouve sous la voiture avec une partie super importante sur une voiture de drift de ce niveau-là, c'est le berceau arrière. Donc on vient de finir d'adapter le berceau Winters à l'intérieur du berceau avec notre kit. On a ajouté tous les renforts qu'il fallait. Tous les oblongs et les trous d'attache des tirants ont été renforcés et on remplace en fait les ovales par un trou uniquement. Comme ça on n'a plus d'ajustements possibles, les ajustements se font avec les tirants. Les cylindres blocs sont renforcés, pareil on met des renforts vraiment sur tous les points d'ancrage pour avoir en fait un berceau qui encaisse la puissance. Alors sur nos berceaux, on retrouve la platine avant qui est démontable, ce qui fait qu'en fait on peut complètement démonter le nez de pont pour sortir l'arbre primaire sur une course sans avoir à démonter le pont. Le fait de pouvoir intervenir sur les différentiels sans les sortir de la voiture, c'est vraiment très très avantageux. Sous la voiture, on retrouve aussi le bac à batterie. Donc ça c'est vraiment un endroit où j'adore le placer parce qu'en fait on est vraiment au plus bas. La batterie étant un des accessoires les plus lourds, on a choisi ça pour en fait avoir le centre de gravité au plus bas possible. Alors au niveau de l'intérieur de la voiture, là on voit que le différentiel est vraiment plus gros que celui d'origine, donc on est obligé de faire une ouverture. Et bien sûr on va refermer tout ça, donc actuellement on est en train de faire un travail de métallerie. Donc d'abord un patron en carton qu'on imprime sur une feuille d'acier, et ensuite on va faire nos découpes. On va travailler la tôle pour avoir vraiment, on va dire, même si on a une ouverture qui va entre guillemets fragiliser le châssis purement, le fait qu'on ait une tôle vraiment travaillée qui va être plus rigide que celle d'origine, donc on va aussi, par des petits détails comme ça, apporter de la rigidité au châssis. Donc en gros, voilà à quoi ça va ressembler. On a vraiment voulu faire une pente pas très agressive et au plus se rapprocher du pont en fait, tout simplement pour garder de l'espace derrière, parce qu'on sait qu'on va avoir le radiateur.
Donc si déjà on perd 5 cm au niveau de l'espace pour mettre le radiateur, et ben c'est pas avantageux. Donc on a vraiment fait une forme au plus proche possible du carter pour en fait garder tout l'espace qu'on avait besoin derrière. Et donc là la prochaine étape, ça va être la pose du radiateur et on va continuer avec la partie arrière, rigidifier la partie qu'on a coupée. C'est pareil en fait, vu qu'on coupe le châssis, et ben on l'aura un peu plus fragile, donc on va rajouter des renforts. Donc l'ouverture pour le pont derrière, on va la refermer avec toute une partie taurerie, donc comme ça sera fermé en haut et en dessous, et on aura toujours l'accès pour changer les pignons. Et derrière on va commencer avec notre partie démontable tubulaire, donc on va ajouter une grosse poutre comme ça qui est en tôle pas très épaisse, et de ça en fait on va avoir des platines qui seront démontables, ce qui fait que ça c'est la partie qui est considérée châssis très rigide, et tout ce qui va venir derrière ça reste démontable. Donc si on a des crashs ou besoin de changer les parties, et ça évite de toucher ou déformer le châssis en fait. Ça c'est la partie rigide, et tout ce qui est derrière ça va être la partie fusible. Donc là on se retrouve avec toute la structure arrière qui est enfin prête, l'ouverture du pont du Winters qu'on vous a parlé, une simple tôle qui peut paraître très simple mais qui a beaucoup de travail au niveau tôlerie et au niveau installation. Donc ça c'est en fait l'ouverture pour laisser passer le carter du pont. Il va y avoir une seule chose qu'on va rajouter probablement ici, ça va être le passage pour la durite, pour la ventilation du pont. Et donc là on peut installer et démonter le berceau très facilement sans être gêné par quoi que ce soit. Un détail tout simplement technique, c'est que là au lieu de faire un angle droit, on a mis une pente à 45 pour la simple et bonne raison que le radiateur va se situer ici et qu'on veut l'avancer au maximum en fait pour rapprocher les masses au niveau du centre de la voiture. Alors là on se retrouve avec la partie arrière. On a ajouté une poutre en fait pour rigidifier toute la section arrière, histoire que si on a des crashs, tout ce qui soit flexible ou casse soit derrière cette partie. On a des platines qui sont boulonnées, donc ça c'est un deuxième fusible, ça peut être démontable, mais la première partie qui va faire contact, on va dire, elle est simplement enfilée dans ces tubes avec deux pieux. Donc ça c'est des parties qui restent amovibles, mais c'est le mieux qu'on puisse avoir, étant donné qu'on a beaucoup de contact avec les murs. Ça permet de pouvoir changer la pièce en, je sais pas, une minute peut-être. Étant donné qu'on a la partie arrière qui touche à sa fin, on va commencer à travailler sur la partie avant. Donc berceau et partie avant de berceau neuve, tout en visserie neuve bien entendu. On prend soin de remettre un petit coup de filière ou de tarot sur tous les pas de vis. Et on a la partie avant. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'adore chez Nissan ou chez BMW sur tous les châssis récents. Donc là sur la 400Z, ils ont des armatures avant en fait qui sont en aluminium. Donc c'est super léger, c'est démontable. Donc on avait l'habitude de faire des parties avant tubulaires où après on se retrouve à recréer un système de fixation. Mais je trouve qu'en utilisant la partie d'origine, déjà c'est super léger comme c'est en aluminium, et surtout on peut se reprendre sur tous les points d'ancrage. Le pare-choc va venir se situer au logement d'origine, on va remettre la mousse d'origine. On a même les fixations pour les points de tractage, on va utiliser les fixations qui sont derrière pour mettre notre intercouleur qui va être 100% sur mesure. Mais ça c'est vraiment quelque chose qu'on aime. Et le dernier gros point fort, c'est que si on a un gros crash, l'aluminium va se déformer, on va chez Nissan, ça doit coûter 300 ou 400 $, mais vous avez une face avant complète neuve, et ça permet d'avoir des pièces qui sont toujours en stock, et on n'a pas besoin d'aller chercher quelque chose qui est sur mesure. Donc là on a bien avancé sur la pose des accessoires. Encore une fois, tout est bien réfléchi sur où et pourquoi on a mis chaque élément. Donc ici, on retrouve la bonbonne d'huile, en fait, qui va avoir toute l'huile du moteur, étant donné qu'on a un montage carter sec, les lignes qui vont être côté passager pour éviter l'échappement. Donc on a placé le décanteur assez haut pour en fait avoir un bon flux au niveau des vapeurs d'huile qui vont sortir de la bonbonne. Et on l'a mis au niveau de la fenêtre pour simplement, on va avoir une petite ouverture dans la fenêtre latérale, les vapeurs elles puissent sortir de la voiture pour éviter d'avoir des fortes odeurs ou un risque d'incendie. C'est un moteur comme ça qui va rouler à l'éthanol, il y a vraiment beaucoup de vapeur, qui est de la vapeur d'eau et de la vapeur d'éthanol, qui reflue par ce récupérateur tampon. Ensuite, on a bien avancé sur tout le système de refroidissement. Donc on retrouve la pompe à eau qui est ici, le bocal de refroidissement qui est ici. Donc encore une fois, on l'a mis super haut au-dessus du radiateur pour en fait avoir un bon flux au niveau de la purge d'eau du moteur et du radiateur. Donc on va avoir deux orifices qui vont arriver ici, un qui arrive du radiateur, un second qui arrive du moteur. Et c'est vraiment un bocal grosse quantité pour avoir en fait un gros échange au niveau thermique et aussi au niveau de la pression. Ça permet de pouvoir prendre des températures assez fortes, assez rapidement, sans que le bocal arrive à refouler. Donc ça c'est vraiment un bocal qu'on préconise sur tous nos montages. Donc deuxième chose où on a vraiment fait attention aussi, c'est vraiment de garder l'accessibilité au niveau du carter d'huile pour faire les vidanges et avoir une vue au niveau du niveau d'huile, et toutes les purges donc des bocals sont accessibles.
Donc comme ça, on a vraiment de l'espace pour pouvoir travailler, ça reste un confort. Donc là on a mis une petite entretoise simplement pour en fait avoir un petit peu de jeu latéral. C'est pas qu'on s'est loupé sur les structures, mais ça permet de mettre et d'enlever le radiateur beaucoup plus simplement. Et une fois qu'on a l'entretoise, on a le jeu parfait. Ça permet un peu d'avoir une liberté pour l'installation. Alors un conseil, si un jour vous rentrez dans un garage et que vous voyez le personnel travailler avec des clés à choc sur des petites vis comme ça, fuyez. Un autre petit détail technique, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, qui nous prend pas mal de temps, c'est qu'on utilise la même taille de boulonnerie au maximum sur toute la voiture. Donc c'est-à-dire que tous les boulons que vous voyez là, c'est du 13 mm. Peu importe le filetage, si le filetage est en 10 ou en 8, on essaie de travailler avec du 13 et du 19. Comme ça gagne énormément de temps si on a besoin de changer des pièces en 5 minutes. Alors pour reprendre quelques détails autour de l'installation du radiateur, donc ça peut paraître très simple, mais on respecte quand même quelques critères. C'est-à-dire qu'on va placer le radiateur avec le maximum d'angle possible pour en fait avoir le flux d'air, toujours derrière la partie la plus solide de la voiture. En cas de choc comme ça, le radiateur reste protégé. Un petit critère aussi sur lequel on travaille énormément, en fait le radiateur est fixé avec un système de 2 vis en bas et 2 tirants en haut. Les tirants sont assez fins, ce qui fait que dans un cas extrême, si on vient avoir un choc arrière, qu'est-ce qui va se passer? Les tirants vont collapser et en fait avec les 2 vis, on garde un système de rotation, ce qui fait que ça peut encore une fois sauver le radiateur. Donc ici on va retrouver un détail qui est peut-être très bénin mais qui pour moi est essentiel. On se retrouve avec les 2 orifices qui étaient placés derrière la cloison. Donc ces 2 orifices sont la pompe à eau et le réservoir d'eau. Mais je pense que ça aurait été très mauvais de faire une durite qui fait 180 juste au niveau de la pompe à eau, tout simplement parce qu'en fait j'avais peur qu'il y ait des bulles d'air et des cavités qui restent bloquées ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une ouverture dans le longeron qu'on a refermée avec un morceau de tube. Donc je pense que c'est plus solide que d'origine. Et en fait on va se retrouver avec les durites qui vont passer, donc ça va pas être ces raccords bien sûr. Mais les durites vont passer dans ce trou, tout simplement. Et donc en fait les durites vont être droites, aller directement à la pompe à eau et aller directement au réservoir. Et en fait, on va avoir vraiment un flux qui va être super efficace. Alors, on vient de mettre en place la malle arrière qui est 100% carbone. On va commencer à faire la partie arrière. Donc, on se retrouve avec un tube de protection et de fixation de la malle arrière. C'est vrai qu'on a vu, et sur la voiture de piste, on a mis des fixations sur les longerons directement, sur les longerons hauts. Le problème, c'est que quand ça chauffe et quand on prend quelques chocs, la malle, étant donné qu'elle est supportée uniquement au milieu, et ben sa malle elle est complètement affaissée. Donc là on va avoir les 2 points d'ancrage pour fermer la malle qui vont être pris sur cette barre. Je pense qu'on va aussi avoir les feux qui vont être pris sur cette barre et après à partir de ça on va installer les 2 ailes et on va pouvoir commencer à mettre tous les éléments de carrosserie. Par neuf de chez Nissan. Et donc comme je viens de vous le dire, là on va pouvoir commencer à faire les systèmes de fixation. On va rester sur des fixations qui vont être solides, mais toujours avec un point de casse ou un point qui puisse permettre aux pièces de tourner ou de s'orienter. Si jamais on prend un choc, ça évite de casser la pièce. C'est vraiment des points qui sont essentiels sur une voiture de drift pour éviter qu'au premier mur vous vous retrouvez avec l'arrière qui soit comme ça et qui reste comme ça ou qui s'affaisse par terre. C'est vraiment des détails techniques encore une fois, c'est beaucoup de réflexion. Mais ça permet d'avoir une voiture qui va enchaîner les runs en compétition, ne pas avoir de panne et ne pas perdre de pièces, étant donné que ça peut être une source de disqualification. Mais vraiment, tous les éléments vont être attachés solidement, mais avec des parties fusibles. Donc maintenant, on a le haillon qui est en place, donc on va pouvoir travailler sur toute la partie du refroidissement. Donc on va avoir une vitre en plastique. Et ensuite, on va faire une grosse écope en aluminium. Donc, étant donné que le haillon sur ces voitures-là, il a besoin de s'ouvrir et se fermer, je pense que l'écope va être en plusieurs parties, c'est-à-dire une partie qui va rester fixe sur la voiture. Et je pense que je vais faire un gros enjoliveur supérieur pour qu'en fait, étant donné que quand on va refermer le haillon, ça va venir se juxtaposer pour avoir vraiment un flot d'air qui va être maximalisé.
Il est 8h58. On s'est arrêté prendre la collation. On est le 17 novembre. 17 novembre 2025. Voilà, ça y est. Et oui, parce qu'on oublie tout le temps de dire l'année. Et on va chez... Alors attends, on va couper la scène. Et là on va dire, on va chez Pep et Teddy. Et si tu veux savoir pourquoi, C'est vraiment bien ces radiateurs. C'est qu'ils te font un radiateur qui est vraiment top de chez top. Et il n'y a pas de système de fixation. C'est quand même un scandale, non? Blue Motorsport. 2500 balles le radiateur. Non?